Le grand oral des grandes gueules. Bonjour Madame Dati. Bonjour. Faut-il voter le 28 juin? D'abord, il faut voter. Moi, j'ai entendu certains en disant oui, il n'y a pas d'urgence, c'est pas important. Moi, je trouve que la démocratie, on en avait déjà parlé sur ce plateau, et d'ailleurs avec vous, Elina, sur l'état de droit, c'est tout ce qui reste aux gens qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Et donc, je trouve que l'état de droit, comme la démocratie, c'est important. Et surtout quand vous vivez une période de crise sanitaire, ou d'une crise tout court, quand on a vécu le terrorisme, ou quand on a eu des vraies difficultés, je trouve que de pouvoir faire voter les gens, ça vous permet aussi de susciter une adhésion au projet que vous souhaitez porter, que ce soit un projet pour une collectivité ou pour une nation. Donc, il faut voter. Ensuite, moi, je m'interroge. Je vais vous dire pourquoi je m'interroge. On va dire, effectivement, il y a le sujet des règles sanitaires et des règles de distanciation. Moi, je suis très mitigée. Pourquoi ? Parce que si on fait, imaginons qu'on vote demain, enfin, on nous a dit que dans 15 jours, il faut revoir si on peut le faire dans 15 jours. C'est-à-dire pas de campagne. Pas de campagne. Et quand on dit campagne, c'est pas de faire de la politique politicienne, mais il faut expliquer, c'est pas une période anodine, c'est pas une période normale ce qui s'est passé. Donc nous, forcément, on a revu nos projets, on adapte nos projets, on explique aussi ce qu'on n'a pas vu venir ou ce qu'on a vu venir, notamment par exemple pour les métiers les plus difficiles qui sont aujourd'hui en première ligne et qui ont été méprisés pendant longtemps, les inégalités qui ont existé, qui nous ont explosé à la figure avec cette crise sanitaire. Donc de dire, vous voyez, il y a des choses qui se tramaient et qui préexistaient, puis d'autres qu'on n'a pas vu venir, et donc on peut se réadapter. Et c'est pas de dire, c'est pas un aléa une élection, c'est pas comme ça et on vote demain. Donc moi, je me dis attention, parce que si on dit demain, très bien, on peut organiser. Après tout, on peut l'organiser. Et de dire, mais c'est pas grave, les personnes, parce qu'on est quand même encore en période de crise au sens confinement, on n'est pas totalement déconfiné. Donc il y a forcément des personnes auxquelles on dira, vous ne pouvez pas sortir. Notamment les personnes âgées. Âgées, mais fragiles. Quelqu'un qui a eu un cancer, qui est en rémission, quelqu'un qui est en chimiothérapie, des gens diabétiques. J'entendais ce matin sur votre antenne quelqu'un qui avait le diabète et qui ne voulait pas sortir de chez lui parce qu'il était très prudent et pour cause. Et donc, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là ? On dit, finalement, on se passe de vous pour la démocratie. On se passe de vous pour finalement acter le nouvel avenir de notre pays ou de notre collectivité. Après, il y a un argument quand même qui est défendu par ceux qui préconise un vote assez rapide, c'est qu'aujourd'hui tout est bloqué dans les collectivités puisque voilà, on peut pas lancer, on peut pas lancer des projets, etc. Voilà, et donc si on veut faire redémarrer la machine, octobre, ça paraît très loin. Ça c'est vrai parce que les maires, par exemple, c'est pour ça que là, heureusement qu'il y a eu cette décision d'installer les maires déjà élus, parce que vous avez les marchés publics, la construction, vous faites aussi la puissance publique, les pouvoirs publics, les collectivités sont des acteurs économiques. Et donc il faut pouvoir relancer tout ça. Et quand vous n'êtes pas maire installé, vous ne pouvez pas lancer des marchés publics, ou en tous les cas les signer, ou les renouveler, ou en lancer d'autres. Parce que la crise sanitaire nous a montré qu'il y avait aussi d'autres besoins. Mais moi, ce que j'ai fait une lettre au Premier ministre. On a eu des échanges, d'ailleurs, ce week-end, que ce soit avec le ministère de l'Intérieur ou Matignon, pour faire des propositions, notamment sur des modalités de vote, pour les élargir. Et elles sont en cours d'examen. C'est ce qu'on m'a dit hier. J'ai demandé effectivement qu'on rétablisse le vote par correspondance, puisqu'il avait été abrogé, en disant que finalement, c'était plus utile. C'est utile, par exemple, quand on est confiné ou dans une période de crise sanitaire. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse revoir ça. De mettre par exemple des bureaux de vote dans les résidences seniors. Et résidences seniors, ça n'est pas que les EHPAD. Vous avez des résidences sociales qui accueillent des seniors qui sont en pleine forme. Mais moi j'en ai 3 par exemple dans le 7e arrondissement. Je vais les voir de temps en temps, je vais déposer des viennoiseries ou autres, je dépose dans le hall et ensuite ils viennent se servir. Ils ont peur de sortir. Et donc ces gens-là, ce sont des électeurs, ce sont des citoyens, et ils ont envie de voter. Apporter l'urne chez eux. Quoi, en fait. Comme ça, ce sont des modalités que nous pouvons faire. On pourrait mettre des bureaux de vote ou des bornes électroniques dans ces résidences seniors. Et pour les bureaux de vote qui sont déjà existants, on peut les subdiviser. Par exemple, si vous avez un bureau de vote, je prends un exemple, à la mairie, je peux mettre un deuxième, je le divise par 2 et je mets le deuxième, effectivement, dans une école à côté ou dans un gymnase. Aux invalides, moi j'ai un bureau de vote dans les invalides. Et donc les pensionnaires des invalides, c'était très pratique parce qu'ils descendaient pour aller voter. Là, on l'a un peu éloigné. Peut-être qu'il faut repenser parce que ce sont des citoyens comme les autres. Alors, et ce qui se passe, ça les concerne. Il faut que ce soit pour le mois d'octobre, alors, parce que c'est une logistique, une intendance à mettre en place. C'est peut-être plus facile dans le 7e que dans d'autres arrondissements. Non, parce que c'est pour tout Paris. Nous, on a essayé de regarder. Moi, j'ai regardé avec d'autres élus parisiens. On pourrait le faire, mais encore faut-il nous donner le top départ.
Oui, et puis encore faut-il, voilà. Et encore faut-il, par exemple, les procurations aujourd'hui, vous pouvez prendre une procuration par personne. On peut peut-être en mettre 2, on peut peut-être en mettre 3. Tout ça est contrôlé. En plus, c'est un policier, quelqu'un qui peut contrôler. On peut mettre ça en mairie. Il faut y réfléchir. C'est pour ça que je dis que la période de confinement, on va peut-être parler de Paris. Cette période de confinement, elle devait nous imposer de nous organiser, d'anticiper. Alors justement, parce que le confinement n'est pas définitif. Rachida Dati, vous êtes en campagne, vous avez commencé avant cette crise sanitaire et vous la poursuivez après cette crise. Est-ce que vous avez revu votre programme? Est-ce que vous avez dit, tiens, cette crise, il y a des choses qui sautent aux yeux, qu'on n'avait pas vues, qu'il faudrait changer, etc. Ou des choses qu'on aurait dû prévoir et qu'on n'a pas fait? Alors, la première chose, et je pense qu'on est tous à peu près d'accord, c'est sur les personnes âgées. On avait mis, moi c'est vrai que dans mon programme, j'avais mis un peu un aspect solidarité. Mais je m'en étais déjà expliqué, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'accompagnement, les soins palliatifs, et je trouve que ce qui me frappe en France, mais dans de nombreux pays européens, et je l'avais vu comme parlementaire européen, c'est la solitude des personnes âgées. Et quand vous avez quelqu'un dans un EHPAD ou dans une résidence senior, souvent, même s'ils ont de la famille, peu à peu, ils n'ont plus de famille, ils sont très isolés. Et donc, moi, j'avais mis effectivement dans mon programme des accès à des animations, des activités, de pouvoir les maintenir en forme. Parce qu'on s'était rendu compte, et moi je m'en suis rendu compte avec ce confinement, c'est-à-dire que plus ils sont isolés, plus vous aggravez, ou vous créez des pathologies, ou vous aggravez des pathologies. Et le confinement, moi j'ai eu, c'est vrai, des difficultés dans certaines résidences seniors, de leur dire, vous ne sortez pas, plus de réfectoire. Et donc, pour eux, leur seul moment social d'échange, c'était le réfectoire, le déjeuner ou le dîner, ou la petite promenade aux abords de la résidence. Et donc, cette crise sanitaire a aggravé ça. Pendant très longtemps, regardez toutes les premières semaines, il y avait des morts dans les EHPAD, ils n'étaient même pas comptabilisés. Et donc on ne s'en est même pas préoccupé. Moi, je trouve qu'une société qui maltraite ses aînés, on est peut-être une société malade. Et donc, il faut revoir comment on considère et on traite nos seniors. Et je trouve qu'une ville comme Paris, qui est une ville urbaine, c'est l'énergie, l'activité, l'action, la mobilité, on a l'impression qu'on ne peut pas finalement ni vieillir, ni mourir à Paris. Alors que, justement, on a eu des EHPAD, il y a eu quand même beaucoup de morts à Paris dans les EHPAD. Et moi, j'ai regretté qu'on s'en préoccupe très tardivement. Les EHPAD qui sont gérés par la ville de Paris? Par exemple, il y en a dans le 5e arrondissement, sur une centaine par exemple, de pensionnaires, on a eu quand même plus de 20 morts. Et il y en a eu d'autres dans d'autres arrondissements. Nous, on avait alerté la mairie de Paris là-dessus, pour notamment dépister. On n'a jamais été entendu. Moi, j'ai très tôt, d'abord, je suis allée voir tout le monde, et on a très tôt procédé à des dépistages de toutes les personnes âgées. Moi, je vois sur les résidences que nous avons dans le 7e arrondissement, je n'ai pas eu un cas positif. Mais on s'était organisé, par exemple, pour libérer des chambres, ou libérer des locaux pour pouvoir confiner ou isoler si quelqu'un était positif. Donc vous dites qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, les collectivités, notamment dans la gestion des EHPAD, ont un rôle à jouer. Bien sûr, d'abord, il ne nous a pas échappé que, y compris à Paris, on n'avait pas de masque, pas de gel, pas de surblouse, partout, pas de Charlotte. Non mais c'est pas uniquement la faute de la ville. C'est ce que j'allais dire. Non mais c'est vrai que j'allais y venir. Quand vous voyez aujourd'hui les Parisiens qui sont masqués, qui ont des masques, pour l'essentiel, vous avez raison, Elina, une partie, c'est la région, d'autres, moi j'ai eu des dons d'entreprises de BTP, très tôt. Et puis, j'ai ouvert un atelier de couture dans un lycée professionnel tout le monde s'est mis à la couture et on a pu fournir l'ensemble des habitants. On a commencé par les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes malades, les femmes enceintes. Maintenant, on a distribué pratiquement à tout le monde. Et la mairie de Paris s'est réveillée très tardivement avec le fiasco qu'on connaît, puisque les masques n'ont toujours pas été fournis, malgré la promesse. Alors, c'est vrai cette histoire de masques qui tenait à peine Oui. Parce que c'est vous qui avez... on reçoit d'abord, début avril, la mairie de Paris... planté dans le mode d'emploi, vous êtes sûr? Non, vous savez, y compris les maires d'arrondissement de gauche les ont contestés et ils ne les ont pas utilisés. Début avril, Madame Hidalgo dit tous les Parisiens auront un masque réutilisable fin avril, au plus tard au moment du déconfinement pour le 11 mai. Nous sommes le 19 mai. Ça n'est pas le cas. Le 20. Et nous avons reçu le 11 mai ce fameux rouleau qu'on a qualifié de sopalin, qui étaient des masques qui n'étaient pas du tout adaptés, ni pour les personnes âgées, ni pour les personnes fragiles, et encore moins pour les habitants. Et donc, on nous a dit, vous en servez pas, tout ça poubelle, et on va vous en envoyer d'autres. Ils nous ont envoyé des masques chirurgicaux, donc usage unique,
d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans la rue, et qui ne sont pas adaptés. Mais nous, on avait déjà fourni les habitants. Aujourd'hui, par exemple, avant de venir à votre émission, j'ai procédé à une distribution de masques à la mairie, comme nous le faisons tous les mercredis et tous les samedis, comme ça se fait dans de nombreux arrondissements, comme d'ailleurs avec Valérie Pécresse. Et donc, c'est vrai que là, on n'a pas anticipé. Il y a l'histoire du masque, mais et l'école. Enfin, moi, je veux dire... Il fallait le rendre obligatoire ? Moi, je veux dire, l'école sur le volontariat, non, c'est pas la République. Ça marche pas, bah non. Moi, j'aurais préféré qu'on dise tous les enfants reviennent à l'école. Vous allez comprendre. Et à la limite, l'éducation nationale peut dire, bon, il est asthmatique, il y a un risque, donc on donne, vous restez à distance. Vous n'avez pas de matériel, je vais vous donner une tablette, mais vous restez à distance parce qu'il n'y a pas de décrochage. Les décrocheurs, on les récupère, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles qui ne sont pas revenues, notamment les décrocheurs, y compris les enfants victimes de violences. Oui. Les enfants de victimes de violences ne sont pas revenus à l'école, il faut le savoir. Et donc, là, aujourd'hui... on est sur le volontariat, on n'a pas tous les enfants qui sont revenus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme là, à partir du 25, l'activité, vous avez vu, Paris reprend un peu. Moi, j'ai reçu des mails parce que les enfants ne peuvent pas être accueillis. Oui, bien oui. Même si on veut mettre son enfant, on nous dit non. Pourquoi ? Parce qu'on aurait dû... Moi, je pense que le jour où on est confiné, c'est là, nous, on s'est mis... Tout de suite, on a tout mis en branle tout de suite. Personnes âgées, les écoles, l'organisation, la livraison des paniers alimentaires. Effectivement, les fromagers vont très bien marcher dans de nombreux endroits, mais on a voulu maintenir à flot l'activité économique quand même, celle qu'on pouvait, et puis pouvoir continuer à livrer les gens qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui souhaitaient faire leurs courses. Parce que comme vous le savez, les marchés ont été fermés. Mais il fallait tenir compte quand même de l'appréhension, de la crainte, de la peur, pour pas dire la peur, à la fois des personnels et à la fois des familles. Non, donc mais même ça, en disant obligatoire... Oui, mais ça, on en a tenu compte. Mais à la fin, on vous dit, c'est sur le volontariat, il n'y a pas de risque pour vos enfants et c'est sur le volontariat. S'il n'y a pas de risque, on y retourne, on n'y retourne pas. Vous savez, moi, je pense que quand on est responsable politique, si on décide, on décide. Voilà. Et donc, quand on a décidé que l'école devait reprendre, que l'économie devait reprendre, eh ben, on se donne les moyens. Et donc, moi, ce que j'aurais aimé, par exemple, à Paris, c'est qu'on ouvre toutes les écoles. Et que là où on divise par deux, on compense comment ? Les conservatoires sont fermés, les gymnases sont fermés. Les parcs et jardins sont fermés aussi. Les maisons d'association sont fermées. On aurait pu mettre tous les enfants parisiens dans des endroits, dans des équipements municipaux. Ensuite, vous avez raison, on n'avait pas tous les enseignants. Mais beaucoup d'enseignants sont restés dans l'enseignement à distance. D'autres sont revenus effectivement à l'école. Mais on aurait pu compenser parce qu'il y a beaucoup d'animateurs. À vous écouter depuis le début, vous avez l'impression que tout ne va pas assez vite là pour remettre en route à la fois les villes ou l'économie ou autre. Non, parce qu'il y a des villes dans lesquelles ça roule. Parce qu'il faut décider. Mais là, on est en rouge ici, Île-de-France et Paris. Justement, il faut l'anticiper. Et c'est les Jérôme Salomon, les autorités n'arrêtent pas de rappeler que le virus circule toujours, que les capacités d'accueil en réanimation sont toujours limites. D'accord, mais vous avez vu que comme une décrue, ça on le doit à qui ? On le doit aux Français. Il faut arrêter de culpabiliser et, pardon du terme, d'engueuler les Français. Ils ont fait le job. Parce que si on a une décrue sur les épidémies, on le doit quand même au confinement et aussi à la responsabilité individuelle. On a bien fait d'être prudent. Oui, aussi. mais est-ce que j'ai dit le contraire ? Je dis simplement, quand vous êtes à la tête d'une collectivité, vous organisez l'après. Parce qu'on va pas être... Moi, je pense que la mairie de Paris a intérêt à ce que Paris soit confiné. Parce que quand Paris est confiné, pas de circulation, pas d'embouteillage, pas de tension, pas de jungle sur l'espace public. Et effectivement, moi, attention, parce que les Parisiens, faut pas qu'ils s'imaginent que Paris, c'est ça. Parce que d'ailleurs, il n'y a personne dans les rues, Paris n'a jamais été aussi sale. Oui, c'est pas faux. Voilà. Et donc, les arrondissements d'ailleurs. Voilà. Et moi, je l'ai demandé dès le premier jour du confinement, j'avais demandé à Madame Hidalgo de nettoyer Paris, c'est pas un luxe, de dératiser, c'est pas un luxe, et de désinfecter le mobilier urbain, dont notamment tous les bancs publics, les couvercles de poubelles dans les parcs et jardins. Vous parlez de ça, les parcs et jardins. Moi, je souhaite qu'ils soient réouverts parce que les Parisiens ont quand même été confinés pour certains dans des conditions. C'est le gouvernement Macron qui ne veut pas là. Mais vous savez pourquoi ? Moi, j'en ai discuté avec le préfet de police. Comme vous le savez, il y a 500 espaces verts à Paris. Les 2/3 sont très dégradés. C'est des lieux qui sont devenus. Je vous donne le jardin des Halles que vous connaissez, parce que je sais que vous êtes allé aussi à la colline du Crac. C'est devenu des lieux où il y a beaucoup de trafic de stupes. Et pendant ce confinement, il y a eu comme ça plein d'endroits qui ont été un peu occupés, même avant le confinement. Donc, ce que nous on attendait de la mairie de Paris, c'est d'abord qu'elle nettoie, qu'elle remette en état ses parcs et jardins, parce que c'est pas comme une boîte de Boulogne, c'est clôturé. Et puis qu'on dératise et qu'on désinfecte les bancs.
les couvercles de poubelles. Et c'est comme ça qu'on rouvre. Les policiers aujourd'hui, franchement, ils sont très occupés. Ils sont très sollicités. Donc, moi, je veux bien qu'on rouvre. Mais c'est aussi... C'est une responsabilité partagée. Moi, j'aimerais que la mairie de Paris nous dise qui peut effectivement désinfecter, nettoyer, remettre en état et surveiller en complément de la police nationale. Question pour vous. D'où l'intérêt d'une police municipale. Johnny et Joël. Moi, par exemple, j'étais hier soir chez un ami, j'ai dormi à Paris, les hôtels sont fermés, donc chez un ami parisien. Et donc, lui, il me disait clairement qu'il n'est même pas allé voter au premier tour. Parce qu'il me dit, j'ai jamais vu Paris aussi sale et je ne supporte plus ça et j'ai l'impression que ce soit droite, gauche, milieu, ce qu'on veut, ça ne change jamais, tout le monde s'en fout. Alors, non mais c'est vrai que Paris n'a jamais été aussi sale. C'est pour ça que moi je préviens les Parisiens. Cette crise sanitaire, moi je souhaite que Paris change. Moi je vais vous dire, pourquoi je me bats pour être maire de Paris ? Je voudrais que Paris brille, qu'on ait de nouveau la fête, qu'on ait de nouveau un espace public organisé, géré. C'est la jungle et c'est sale. C'est dommage qu'il n'ait pas voté. Nous, on a soulevé la propreté, la sécurité, mais très tôt, il y a plus d'1 an. J'étais en vent contraire, rappelez-vous. J'avais pas beaucoup de soutien. On voulait même pas que je sois candidate. Et quand j'ai soulevé la sécurité et la propreté, on nous a dit, mais c'est pas un sujet. Moi, il y a un adjoint de Mme Hidalgo, il me dit, mais on vit pas dans le même monde. Je dis, on vit peut-être pas dans le même Paris. Parce qu'il y a des endroits qui sont totalement à l'abandon. Je ne souhaite pas. Paris s'est beaucoup paupérisé, pas popularisé, il s'est paupérisé. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même une capitale économique. Je vais vous reprendre la question des vélos. Madame Hidalgo profite de la crise sanitaire pour mettre en place un programme sur lequel elle n'a pas été élue. Les vélos, c'est la rue de Rivoli, il y a 2 ans. Déjà, elle voulait la fermer et l'interdire aux voitures. Elle en était empêchée pour des raisons aussi de sécurité, pour les accès des secours, par le préfet de police. Là, elle profite de la crise, elle ferme tout aux voitures, ça va jusqu'à la rue Saint-Antoine. C'est à la limite qu'elle souhaite le faire. Mais elle dit oui, parce que c'est comme ça que vous l'entendez, puis comme les journalistes ne la contestent pas, je suis visionnaire sur le vélo et la pollution. Moi, je voudrais juste, c'est factuel. Quand je suis élue en 2008, comme maire du 7e arrondissement, et puis j'étais au gouvernement de Nicolas Sarkozy, ça ne vous a pas échappé qu'il y a eu un Grenelle de l'environnement qui a été adopté à l'unanimité. Dans ce Grenelle de l'environnement, je vous invite à regarder. Il y a tout un plan vélo. Pourquoi ? On a mis un cadre pour que les collectivités puissent mettre des pistes cyclables de manière sécurisée et justement comme une mobilité alternative, parce qu'il ne vous a pas échappé que la voiture diminue dans les grandes métropoles et dans les villes. C'est le sens de l'histoire. Et donc le Grenelle de l'environnement met ce cadre-là. Bertrand Delanoë, entre 2001 et 2008, il avait fait quelques pistes cyclables. Moi, en 2008, j'en fais énormément dans le 7e, dans le cadre de ce Grenelle de l'environnement. Bilan, mandature de Delanoë est aussi boosté par ce Grenelle de l'environnement. Bertrand Delanoë fait plus de 700 km de pistes cyclables à Paris. Et ça a été concerté et on les a votés dans les conseils d'arrondissement sans problème. On n'en a jamais entendu parler et il y avait plus de voitures qu'aujourd'hui. Madame Hidalgo dit « je vais en faire 300 km en 2014 ». En fait, elle veut poursuivre, mais alors qu'il y a moins de voitures aujourd'hui, elle en a fait moins de 100 km parce qu'elle compte dans les kilomètres, par exemple la voie du bus empruntée par le vélo. Et quand c'est un aller-retour, elle compte aller et retour dans le kilométrage. Donc elle en a très peu fait et l'espace public n'a jamais été aussi tendu. L'agression entre le piéton, la trottinette, le vélo contre la voiture. Donc c'est devenu de l'anti-voiture. Et vous n'avez pas remarqué que même des gens qui utilisent la voiture, malgré eux, n'osent pas le dire, ils ont peur d'être agressés. Donc moi, ce que je souhaite, les pistes cyclables, on continue. Mais on continue dans la concertation avec une méthode pas autoritaire. Oui, il nous reste une minute 30. Imaginons que vous êtes maire au 2e tour le 28 juin. La question que je me posais, vous savez que la ville de Paris a mis en place une trêve hivernale jusqu'au 31 octobre, sachant que le 1er novembre, c'est à nouveau la trêve, pour faire une année blanche. Est-ce que vous avez le droit d'arrêter ce qu'ont mis en place la mairie de Paris ? D'abord, ça a été une minute. Non, ça a été débattu. Non, ça a été débattu et ça a été voté ensemble. La trêve hivernale, vous le savez bien, Elina. Parfois, elle est respectée. Majoritairement, elle est respectée. Et vous le savez très bien. Quand vous êtes élu, vous savez, moi, je suis maire. Quand vous avez un centre d'action sociale, même quand vous êtes en dehors de la trêve hivernale, quand il y a des expulsions, généralement, on ne jette pas les gens dehors. Globalement, je vous le dis, moi je le fais en responsabilité. Et donc, ce n'est pas demain où je vais dire d'un claquement de doigts, allez hop, on enlève la trêve hivernale quand il y a des difficultés. Trêve hivernale ou pas, quand vous êtes un élu responsable, on ne met pas les gens dehors. Alors après, vous pouvez avoir des gens qui abusent.
par exemple, qui ne payent pas et qui attendent, qui passent d'une trêve à une autre. C'est bien écrit dans le contrat. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, la trêve hivernale, je veux vous dire, elle existe, mais elle existe aussi en dehors de la trève hivernale, parce que les élus locaux que nous sommes, on est Rendez-vous le 28 juin, on est quand même dans la responsabilité et dans la compréhension. Rendez-vous le 28 juin, alors, si j'ai bien compris. Oui. Merci. Si c'est effectivement acté, pour l'instant... On verra, il y aura des éléments ce soir. Merci Rachida Dati. Mais j'appelle les gens à aller voter, qu'ils ne se fassent pas voler cette élection. Il n'y a pas de sous-citoyens. Cette élection, elle concerne tout le monde et elle concerne en particulier leur avenir. Demain, on se retrouve dès 9h. Maxime Liédo, Marianne Soubré, David Diquint, entre autres. Rendez-vous pour les grandes gueules de 9h à midi, en direct à la radio RMC, à la télé RMC Story. Bonne journée à tous.